le discours de monsieur est séduisant. On peut être d'accord, tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Il y a une époque où il y avait un certain Spitals qui avait inventé les chômeurs mis au travail, les cadres spéciaux temporaires, toute une série de modèles, de moyens pour remettre les gens au travail plutôt que de les laisser au chômage. Et c'était bien utile. Troisième circuit de travail, chômeurs mis au travail, cadres spéciaux temporaires, etc. Depuis lors, on a inventé d'autres formules. Le ministre Féot était ministre à l'époque. On a effectivement inventé d'autres formules. Et aujourd'hui, on invente encore d'autres formules. Il y a toute une politique qui est menée. Mais le problème majeur, c'est que quand vous vous aventurez dans ce genre de politique, à un moment ou à un autre, il y a une espèce d'autorité supérieure qui s'appelle Van Rompuy ou autre, qui intervient en disant à l'issue d'un conclave budgétaire très dur, ce qui a été fait, c'est pas encore suffisant. Ça s'apparente un peu à du masochisme, ça. Je pourrais rappeler quelle était l'attitude de M. Van Rompuy quand il était ministre du Budget dans le même gouvernement dans lequel j'étais en 95 et 99. Donc je trouve que venir à tout moment faire replonger, remettre la tête dans l'eau des gens qui font des efforts pour essayer de respecter tant bien que mal des chiffres qui sont fixés, on ne sait pas où ils sont fixés, ces chiffres-là. Et remettre la tête dans l'eau en disant « c'est pas encore suffisant, il faut encore aller un peu plus loin ». Moi, je ne comprends pas cette attitude. Est-ce que ces types sont vraiment devenus complètement dégagés de ce qui se passe autour d'eux? Est-ce qu'ils ne voient pas les gens qui sont en train de crever dans la rue dans certains pays d'Europe? Et on continue à imposer des choses. Attention, avec des attitudes différentes selon que le pays est grand ou petit. Et quand le président de Chypre, le président de la République de Chypre, qui n'est pas un socialiste ni un communiste, un conservateur, ose sortir devant l'ensemble des présidents d'Assemblée et le président du Parlement européen que, selon lui, sa conviction, c'est que Chypre a été utilisé comme un cobaye, et quand le président de l'Assemblée chypriote, qui lui est un socialiste, me dit que finalement ça va aller parce qu'ils ont pris des contacts avec les think tanks, ça m'inquiète. Ça m'inquiète vraiment. Et je vous invite à relire, si vous n'avez pas encore fait, la théorie du chaos de Naomi Klein. Et vous allez retrouver dans ce qui se passe aujourd'hui les mêmes ingrédients, à savoir d'une sorte de stratégie organisée sur le long terme pour profiter du chaos qui se place à certains moments pour amener, imposer ou renforcer toute une série de politiques ultralibérales, c'est pas une attaque contre les libéraux ici, c'est ultralibérales, qui ont fait leur preuve, mais d'un désastre dans certains pays d'Amérique latine, et également même en Angleterre, où finalement, on peut en parler de l'Angleterre, c'est les politiques de privatisation et autre chose, on voit où ça a donné, la privatisation de la santé, etc. Et comment peut-on accepter comme citoyen supposé civilisé, qu'on dise, vous n'avez qu'à diminuer dans les dépenses qui ne sont pas essentielles, par exemple la santé et l'éducation. Mais c'est inadmissible. C'est pas ça qui a été voulu, en fait, quand on a créé l'Europe. Donc, c'est séduisant. Le problème, c'est que on a l'impression qu'on est nombreux à dire cela. Mais quand on se trouve autour de la table d'un Conseil des ministres ou d'un Conseil européen, ils ne sont pas nombreux à dire cela. Et je rappelle cette réunion des présidents d'Assemblée. Tout le monde a dit qu'on était proche du chaos. Et au moment où on arrive à dire il faut l'exprimer, il faut montrer qu'on demande un sursaut, à ce moment-là, il y a une forme de blocage qui s'installe par référence aux situations nationales. Et les Anglais disent non, on ne peut pas. Et ceux qui sont un peu plus confortables, qui disent nous sommes des petits pays, etc., nous avons fait des efforts, nous n'avons pas de problème, les autres n'ont qu'à faire les efforts que nous avons faits, etc. Le cas des Baltes, par exemple, quand ils disent ça, on n'arrive pas à avoir cette espèce de réaction démocratique européenne. Et au niveau du Parlement européen, malheureusement, c'est quoi le Parlement européen? C'est un grand magma. Pardon? C'est un grand magma. C'est un grand magma. Pardon? Une masse comme ça. C'était quand une masse. Vous étiez député européen? Je n'ai jamais été député européen. Je vous prie de vous abstenir de ce genre de commentaires d'une institution dont vous ne connaissez absolument rien. Je m'abstiendrai bien de faire des remarques quant au fonctionnement du Parlement belge. La seule chose que j'en connais, c'est le comité d'avis, qui est, en termes flamands, une praatbarak.
c'est-à-dire sans pouvoir et où on discute, ça, je l'ai vécu et donc je peux en parler. Le reste, je m'abstiendrai bien d'en parler. Alors parler d'une institution élue qui légifère, d'accord, qui vote des textes comme d'un magma, alors là, je suis désolé, mais je ne peux pas accepter ça comme démocrate. Et par respect, pas seulement pour les 60 et quelques écolos qui sont là, pour les 170 socialistes qui sont là, pour les 280 PPE qui sont là, etc., etc. S'il vous plaît, si vous commencez à faire du populisme à bon marché, où est-ce qu'on va, quoi ? Voilà une réaction de M. Lambert, effectivement. On a une question de madame. On dit dans les assemblées pour un fait personnel. Je peux répondre à ça. Question de madame. D'abord, je peux encore exprimer ma perception que j'ai du Parlement européen comme citoyen. Rapidement, parce que madame voudrait poser une question. Je vous accueille quand vous voulez. Il y a quelques jours, on est encore en visite et on amène aussi. Premièrement, d'abord, le Prat Barak, comme vous dites, je vous signale que le Prat Barak, il est ouvert aussi aux députés européens et je n'ai pas eu l'occasion de vous voir souvent. Si, mais quelques fois que j'y suis allé, oui, d'accord. Venez plus souvent, ça sera peut-être moins une Prat Barak. On va laisser peut-être madame intervenir. Le magma, quand je dis que c'est un magma, c'est tout simplement que les grands groupes essayez de trouver toujours des situations mais vous avez des attitudes différentes selon que vous êtes en Belgique, dans l'opposition. Le groupe politique le plus cohérent du Parlement européen, c'est le débat qui est lancé. Non. Vous avez des attitudes différentes selon vos intérêts, que vous soyez au gouvernement ou dans l'opposition, et vous votez différemment à Strasbourg et à Bruxelles. On va peut-être un petit peu calmer le jeu. On va un petit peu calmer le jeu. Donner la parole à madame. Je ne prends personne comme exemple. On va donner que ce Parlement européen, que ce Parlement européen que vous dites, vous l'avez dit il y a quelques minutes, a dit non au budget et va s'écraser après. Si c'était un vrai Parlement, il se positionnerait par rapport à la Commission. Si les socialistes ne faisaient pas la carpette devant le PPE, eh bien ça n'arriverait pas. On va tout de suite. On va arrêter ici la discussion. Je vous interromps. Madame, posez votre question parce que sinon on ne va pas y arriver. Mais on sent effectivement le débat et c'est intéressant. Mais pour rebondir là-dessus, donc là je représente la Commission européenne qui je crois que c'est quand même intéressant aussi de quand même intervenir dans le débat. Juste par rapport au droit d'initiative, c'est aussi intéressant de dire que maintenant les citoyens, s'ils sont 1 million aussi, peuvent faire des propositions de directives. Il y en a 14 pour le moment qui essayent d'avoir les millions et une notamment par rapport à l'utilisation de l'eau qui est en cours. Donc c'est juste pour dire ça de manière générale. Après c'est le processus législatif, la même chose. Voilà, mais il y a aussi il faut quand même dire qu'il y a aussi beaucoup de propositions de la Commission qui sont bloquées aussi sur la table du Conseil. Notamment en matière d'égalité des chances, en matière d'emploi et des choses comme ça qui sont bloquées et qu'on essaie d'avancer sur les dossiers aussi. Donc voilà, je me fais un peu l'avocat du diable ce soir, j'ai l'impression, mais c'est quand même important de remettre ça. Par rapport aussi aux résultats concrets, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Par exemple, il y a eu 80% des accidents mortels en moins depuis le départ de l'Union européenne parce qu'il y a beaucoup de réglementations, mais des réglementations qui sont parfois aussi utiles pour protéger le citoyen. Ou par exemple aussi le prix des communications de GSM qui baisse. Ou justement, par exemple, l'Europe qui a aussi été par rapport à un moment en France, par rapport aux Roms, qui ont aussi défendu les droits de l'homme à des moments où il y avait des directives qui avaient aussi des références ethniques. Donc voilà, c'est juste pour remettre aussi un peu dans le débat. Et aussi pour dire que la Commission au début c'était un think tank à la base, mais un think tank qui pensait des projets qui voyait loin, comme par exemple le marché unique, mais qui maintenant gère aussi énormément de programmes. Et donc je crois que aussi le rôle de la Commission a aussi évolué par rapport à ça, le budget européen. Mais par exemple, donc, quand on parle de l'emploi, il y a très peu maintenant de compétences au niveau de l'emploi, mais 10% du budget européen est quand même le Fonds social européen, où la plupart des cours de langue, des formations des chômeurs ou le Fonds mondial pour la globalisation qui aide les chômeurs qui ont été licenciés, c'est aussi des actions très concrètes où on mentionne très peu le nom de l'Europe. Et donc il y a là aussi une chose importante. Après, moi, ce que je voulais te dire, et justement poser la question pour relancer un peu le débat, c'est, selon vous, donc on a eu des grands projets européens, mais selon vous, quel pourrait être le grand projet unificateur européen? Vers quoi est-ce que vous pensez qu'il pourrait relancer l'idée européenne? Réaction, monsieur Jean-Paul Wall. D'abord, quand même, toute petite incise, si vous me permettez, monsieur Lambert, je voudrais quand même, au niveau de la cohérence, rappeler qu'au niveau du traité de stabilité, le groupe écolo va le voter dans les parlements régionaux, mais voter contre au Parlement fédéral. Le même traité, mais enfin, soit. Donc, oui, mais enfin, c'est quand même un petit peu particulier d'avoir une position. C'est très bien de défendre une position, mais alors il faut de la cohérence, effectivement, lorsque l'on agit au niveau politique. Mais en ce qui concerne, moi, je pense que il y a quand même à nouveau un élément. Je suis peut-être plus optimiste que mes collègues ici présents, mais
En ce qui concerne les grands projets, en ce qui concerne l'idée fédératrice, il est clair et net, ça je pense que cela ressort et que tout le monde est d'accord sur ce concept-là, qu'il y a une grande difficulté en ce qui concerne le fonctionnement de l'Europe et la compréhension de l'Europe par les citoyens. Vous avez 2 chefs d'État, vous avez 2 grands pays, l'Allemagne et la France, qui viennent avec des propositions dans le cadre de la crise et qui sont diamétralement opposées. Nous avons la France qui va proposer la relance et financer cette relance par l'imposition, par des taxes nouvelles, je simplifie, et je ne veux pas que ce soit pris comme une caricature. Et vous avez d'un autre côté Angela Merkel qui arrive avec des mesures d'austérité où, à juste titre, on a dit que c'était n'importe quoi si l'on prend l'exemple de Chypre, si l'on prend l'exemple d'autres pays qui risquent de suivre, l'exemple de la Grèce, évidemment, où on ne sait que mettre une population dans le désespoir. Ça, ce n'est pas l'Europe. Et puis, à côté de cela, et ça, c'est à mon sens aussi un des projets, à côté de cela, vous avez toute une série de pays où il y a une attente de ce que représente l'Europe au niveau du bien-être, au niveau de la sécurité, au niveau du développement économique, mais dont les populations, quelque part, ont très peu d'intérêt pour les institutions elles-mêmes. Si l'on voit le tout récent vote en Croatie, la Croatie et les Croates sont demandeurs d'entrer dans l'Europe. Ils sont pleins d'espoir. Les citoyens sont pleins d'espoir de cela. Mais lorsqu'il s'agit d'aller se déplacer pour le machin, mais je ne le dis pas avec la même virulence que M. Flao, pour le Parlement européen, C'est un jour qui a parlé d'un machin. C'est gentil de lui comparer, mais enfin quand même. Et donc, vous savez, j'ai une mission. Je fais partie comme parlementaire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui réunit un certain nombre. Je suis chargé de la région Europe, se divisée en plusieurs régions. À ce titre, je suis amené à rencontrer, parce que la francophonie, c'est un sens, c'est pris au sens assez large du terme. Les Grecs en font partie, les Roumains, les Bulgares et d'autres pays, les Lituaniens, etc. Il y a toute une série de pays qui ne sont pas membres de l'Europe. Notamment, je prends un exemple, la Moldavie ou la Géorgie. Ce sont des pays qui sont terriblement attirés par l'Europe. Pourquoi ? Parce que c'est leur seule possibilité pour les populations de sortir de l'isolement dans lequel ils se trouvent. C'est la seule possibilité pour eux d'avoir un bien-être de vie un peu meilleur que ce qu'ils connaissent aujourd'hui en connaissant le passé de ces différents pays. Si vous voyez des pays qui ont rejoint l'Europe plus récemment, la Pologne très certainement, les pays baltes qui sont en train de se développer, des pays qui vont commencer à pouvoir se développer, qui ont encore du retard, la Bulgarie, la Roumanie, etc. Cela, c'est le mécanisme européen. Il n'en reste pas moins que, comme je pense la toute grande majorité de cet auditoire, on s'arrête à l'opacité des institutions sans voir ce qu'il y a derrière. Et le professeur, là, je pense, a eu tout à fait raison de rappeler il y a quelques instants le fait que l'Europe, ce n'est pas un conseil communal, hein. Ça ne se gère pas de la même manière. On est dans une société qui n'est plus une société simple. La société va aller en se complexifiant de plus en plus. Et donc nos institutions vont aller en se complexifiant. On parle suffisamment des institutions belges, et je suis assez heureux que vous ayez pu rappeler la complexité des institutions françaises. Mais donc il ne faut pas s'attendre à ce que les institutions qui vont diriger l'Europe, qui est composée de personnes et de pays à l'histoire différente, de populations, de cultures différentes, de pays qui se sont fait la guerre pendant des siècles. Il ne faut pas croire une seule seconde que l'on va parvenir du jour au lendemain à faire des institutions simples. Je crois qu'on n'y parviendra jamais d'ailleurs, parce que, tout simplement, ce n'est pas simple. Alors, voyons comment on peut effectivement améliorer les choses. Et c'est clair, moi je ne pense pas que simplement donner le droit d'initiative parlementaire au Parlement européen va changer les choses. Je pense que si on veut plus d'Europe, il faut commencer à oser dire et à distinguer le fait que certains pays veulent aller de l'avant et d'autres pas. Tout simplement parce qu'il y a une conception différente. Il y a une conception qui est plus fédéraliste, qui est généralement la conception belge. Il y a une conception qui est beaucoup plus grand marché commun, qui est plus la conception britannique. Eh bien, comme on l'a fait quelque part pour l'euro, allons de l'avant. Allons de l'avant, quitte à ce que ce soit avec un groupe de pays
plus restreint, comme cela se fait quelque part en dehors de l'Europe en ce qui concerne la défense, mais avançons de cette manière-là. Le plus apporté par le mécanisme, par le moyen, monsieur, vous disiez, l'Europe doit être un moyen et pas un objectif, mais un moyen, on l'utilise pour arriver à un objectif. Donc, effectivement, mais utilisons cela de manière suffisamment souple, en tout cas, pour ne pas s'arrêter. Les Britanniques veulent sortir. Va-t-on les foutre dehors? S'il y a possibilité, parce qu'ils apportent quand même, s'il y a possibilité, et ça le rapporte aussi, s'il y a les possibilités d'une manière ou d'une autre de continuer à les associer à l'aventure, je crois qu'il faut le faire, mais inévitablement, on connaît le sens du compromis, et j'en termine par là, on connaît le sens et la nécessité de compromis déjà dans un pays comme le nôtre avec deux cultures. Mais alors comment voulez-vous que ça fonctionne autrement dans un pays, dans une entité multiculturelle telle que l'Europe, si ce n'est par la voie du compromis. Et c'est vrai qu'au niveau d'un Parlement, ce n'est pas nécessairement simple, c'est vrai que la Commission est opaque, c'est vrai que ce sont le Conseil des ministres, que ce sont les conseils des chefs d'État et de gouvernement qui sont amenés à donner les impulsions, mais avec des intérêts qui, malheureusement, bien trop souvent, restent purement égoïstes. Je ne vais pas dire nationaliste, ce serait tout à fait exagéré, mais qui, forcément, chacun garde sa tartine et son pays. On parlait effectivement de cette difficulté de mettre tout le monde d'accord. On le voit quand même, de plus en plus de voix s'élèvent contre l'austérité, la rigueur qui est mise en place. José Manuel Barroso s'exprimait cette semaine, le président de la Commission quand même, et disait cette semaine que l'austérité avait atteint ses limites. Le FMI, les États-Unis sont inquiets aujourd'hui. Est-ce que, à un moment donné, on va pouvoir justement, puisqu'on entend des voix s'élever en interne, est-ce que cela veut dire qu'il y a quand même de l'espoir ? Je pense que non seulement il y a de l'espoir, mais qu'il y a urgence à ce qu'on sorte en fait d'une opposition entre deux conservatismes, qui sont d'un côté on ne peut toucher à rien, il n'y a aucun acquis quel qu'il soit, et donc c'est pas discutable. C'est l'austérité en plein, vue par l'Allemagne ? Non, c'est le conservatisme que chaque État européen a sur une partie de ses prérogatives et de ses compétences. Et donc, chacun, en défendant le secteur dans lequel il a, d'une certaine manière, il pense, une forme d'avance, fait qu'il ralentit l'intégration de ce côté-là. Et puis, il y a une forme d'austérité aveugle qui consiste à nous dire il faut couper dans les dépenses, quelles qu'elles soient. Et donc, il n'y a aucune considération sur la qualité d'une dépense. Et ça, je pense que c'est dû. En partie, monsieur il faisait référence à une forme de doxa économique et donc au fait que les sciences économiques ont toutes convergé vers, en tout cas dans les économistes dominants, vers une forme de pensée et qu'on n'écoute pas assez, des voix dissonantes, même quand c'est des prix Nobel comme Paul Krugman. J'étais venu l'écouter il y a quelques années ici à Louvain-la-Neuve sur l'austérité, parce qu'il y a des gens qui disent depuis 4 ans qu'on va droit dans le mur avec l'austérité, mais le problème, à un moment, c'est que, d'abord, comme on n'a pas profité des belles années, les Belges, les premiers, quand je parle des belles années, c'est les années Verhofstadt où on avait des 2,5 points, 3 points de croissance, et où on n'a pas pensé à ce moment-là à s'attaquer véritablement au problème des pensions. On est maintenant dans un système où ça sent un peu le football panique. Maintenant que c'est la crise, qu'il faut aller très vite, on assiste à des formes de coups d'État, parce que le véritable coup d'État, monsieur, vous n'en avez pas parlé, c'est le plus flagrant, mais jusqu'à présent, tout le monde s'en réjouit. Je dis bien jusqu'à présent. Le véritable coup d'État qui a été fait démocratiquement cette dernière année, c'est Mario Draghi et la Banque Centrale Européenne qui, contre les traités, acceptent en fait de racheter de la dette souveraine. Heureusement qu'il l'a fait. Donc, je ne fais pas la publicité du coup d'État, mais il faut savoir aussi que par moment, De Gaulle aussi, il a fait un coup d'État. Il y a encore un certain nombre de Français qui pensent qu'il faut le faire. Je reviens à mon idée sur l'austérité. Il fallait faire des réductions de dépenses, il fallait faire des économies, il fallait en tout cas retrouver des moyens budgétaires, et il aurait même fallu être plus généreux. On aurait pu régler la crise chypriote avec 17 milliards d'euros. Quand on regarde au niveau du PIB européen ce que c'est 17 milliards d'euros, et quand on voit que finalement, au nom d'un carcan idéologique qui est on va vous prêter 17 millions d'euros, mais en réalité, 17 milliards, pardon, mais en réalité vous devez en mettre 10 sur la table, on arrive dans une situation totalement absurde. C'est-à-dire que, au nom d'un objectif qui était sans doute louable, qui était de dire il y a des pays qui n'ont pas fait suffisamment d'efforts, et l'administration fiscale grecque n'a quasiment jamais existé, donc on l'a pas découvert en 2008,
que l'administration fiscale grecque n'existait pas. Mais en 2008, on a considéré tout de suite que c'était un problème qui était devenu tel qu'il était devenu impossible d'aider les Grecs, de faire des transferts financiers et en même temps, de continuer une forme d'assainissement. Et donc, on en est arrivé à quoi? On en est arrivé à un système où on a dit il faut faire des économies pour des économies. C'est ça l'austérité aveugle. Le vrai problème de l'austérité, c'est qu'on lui accole toujours la notion d'aveugle. On n'a fait aucune distinction dans les dépenses sur ce qui était recherche et innovation, sur ce qui était éducation. Donc on s'est empêché de regarder à 10 ans, on a regardé jusqu'au prochain sommet européen, jusqu'à la prochaine crise. On le paye maintenant, mais ce sont des erreurs qu'on a commencé, je l'ai dit, il y a 15 ou il y a 20 ans. En fait, ce sont des erreurs qu'on a déjà créées au moment où on a pensé l'euro uniquement comme une union monétaire et pas comme une union économique. Monsieur Flahault, vous vouliez réagir. Puis je demanderai à Amine Rechamp peut-être son avis aussi sur le rôle de